Ortus Focus. Ortus Focus. Ortus Focus présente. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir bravé les intempéries pour venir écouter un petit peu des histoires d'agrumes. Les agrumes existent déjà depuis très très longtemps. On n'a pas de précision sur des temps très anciens. Les premières traces écrites que l'on a concernant les agrumes remontent à environ 800 ans avant Jésus-Christ. C'était surtout dans des livres religieux, indiens et chinois. En effet, les agrumes sont originaires d'Asie du Sud-Est, de toute évidence. On a de culture des agrumes. Ensuite, on a quelques petites informations d'environ 2200 avant Jésus-Christ concernant les agrumes, surtout de consommation. Donc c'était les agrumes, on va dire, primaires, donc les premiers agrumes qui ont été consommés et qui ont un petit peu bougé sont de toute évidence les cédrats. Alors après, il y a des différences entre certains botanistes. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est vrai qu'on parle de temps un petit peu anciens. On va dire que les variétés initiales d'agrumes étaient en très petit nombre, étaient vraiment en très petite quantité. Donc voilà, a priori, il y aurait 3 genres initiaux, la variété Citrus, la variété Fortunella et la variété Poncirus, qui est une variété très résistante au froid. Les cédrats, c'est clair, hein, il en existe une très grande diversité. On va dire les stars un petit peu des cédrats sont la main de Bouddha, qui est un fruit très emblématique, en tout cas à notre époque. Sinon, les autres cédrats ont des formes plus classiques, on va dire. Alors en fait, ces fruits-là étaient consommés parce que dans le même fruit, il y a à la fois de l'acidité, du sucre et de l'amertume. Donc un petit peu toutes les saveurs que notre palais peut percevoir. Le gros fruit qu'il y a là est également un cédrat. C'est un cédrat étrog. Donc dans la communauté juive, on utilise depuis avant Jésus-Christ, ce fruit pour certaines fêtes religieuses, Soukhot, la fête des tabernacles ou la fête des cabanes, justement parce que ça permet dans un même fruit, un même aliment, d'avoir ces 3 saveurs perceptibles, l'amertume, le sucré et l'acide. Alors ensuite, on ne va pas aller beaucoup plus loin dans le temps, peut-être si, au moment de la création, hein, voilà, on nous a menti, donc ça c'est un scoop un petit peu qu'on va avoir aujourd'hui. On nous a menti, en fait, Adam et Ève, dans l'Éden, en fait, le fruit défendu n'était pas une pomme. Voilà, donc ça, vous pourrez en parler à qui de droit, au pape, ou je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, donc soi-disant, ça serait un agrume. Alors j'en ai un d'ailleurs, une pomme d'Adam, je crois que je vous l'ai amené, je ne sais pas ce que j'en ai fait, c'est peut-être ça, voilà. Donc voilà une pomme d'Adam. Donc il en existe différentes variétés. Voilà, il a une petite forme un petit peu particulière. Et ça serait la pomme d'Adam. Et pour continuer la petite histoire, lorsqu'ils ont été chassés du paradis, Ève aurait emporté un de ses fruits d'or avec elle. Et puis elle l'aurait planté à un endroit qui lui rappelait justement l'Éden. Donc elle l'aurait enfoui à un endroit merveilleux avec une très belle végétation, très belle vue. Et apparemment, c'est là qu'est né le village de Menton. Voilà, pour la petite histoire. Hein. Donc c'est chez nous que ça se passe. Hein. Voilà, c'est chez nous. Alors, bon, plus sérieusement, ou pas d'ailleurs, je vous ai amené un petit tableau qui représente le jardin des Hespérides. C'est un Botticelli, c'est l'original, non je déconne. Donc les nymphes du couchant, d'après Pline l'Ancien, donc pareil, un jardin merveilleux avec des agrumes. Ces 3 jolies demoiselles, les filles du titan Atlas, qui portent le nom d'Églé, Aréthuse et Hespérousa, représentent le cédratier, le citronnier et l'oranger, respectivement. Voilà, donc là pareil, évidemment, comme ce fruit est précieux, il a été dérobé par Hercule, bien évidemment, lors d'un de ses travaux. Alors Atlas avait pris soin de mettre un petit dragon à l'entrée pour protéger, mais comme Hercule est très malin, il a subtilisé ses fruits, et donc les nymphes du couchant qui vivaient, comme je vous l'ai dit, en Orient, sur une île merveilleuse en Orient. Hercule est revenu vers la Perse, la Grèce, et donc elles ont couru après les pomodoro, les pommes d'or, donc ces fruits merveilleux. Voilà un petit peu pour
pour la mythologie. Ensuite, au niveau historique, donc on a parlé un petit peu avant Jésus-Christ des premiers agrumes. Ensuite, un petit peu plus tard, certains autres botanistes, comme je vous dis, ne s'accordent pas tous sur les variétés primaires, donc elles seraient 3, 15 d'après le japonais Tanaka, ou plus de 150 pour d'autres, pour Zwingli par exemple, l'américain, ou Marbelet, lui c'est plutôt 4 ou 5, mais c'est beaucoup plus récemment avec la progression des tests génétiques qu'on a pu découvrir. Quoi qu'il en soit, ils étaient très peu. Et maintenant, c'est un petit peu encourageant avec ce qu'on vit au niveau de l'écologie et autres. Il existe une multitude d'agrumes. Donc, la personne qui vous dit que je les connais tous, et à mon sens pas vraiment digne de foi parce qu'il en existe plusieurs milliers. Elles ont cette faculté de s'intercroiser entre elles. Donc en fait un Poncirus croisé naturellement par hybridation dans la nature donne une citrange par exemple et ensuite voilà une citrange croisée avec un pomelo donne un citrumello, etc. Ça continue. Donc tous les fruits dont on dispose à l'heure actuelle sont des croisements de croisements de croisements. Alors bien sûr il faut pas mal de temps à l'échelle humaine pour faire tout ça, parce que bien sûr la pollinisation croisée entre une fleur et une autre par un insecte ou par le vent par exemple crée un fruit. Ce fruit donne des pépins. Ces pépins sont plantés, il faut attendre environ 15, 18, 20 ans avant d'avoir le premier fruit sur le petit bébé. D'où l'intérêt en multiplication des agrumes, du greffage qui raccourcit le temps. Les agrumes nous survivent, elles peuvent vivre plusieurs centaines d'années, donc 10-15 ans c'est l'adolescence en quelque sorte des agrumes. Donc de fil en aiguille, des variétés plus ou moins intéressantes sont apparues. Donc, beaucoup ne sont pas vraiment dignes d'intérêt, d'autres oui. Et puis ensuite, nous on est venu un petit peu interférer là-dedans. Étrangement, l'orange par exemple, qui est le fruit le plus consommé à l'heure actuelle dans le monde, est apparu, ou en tout cas on en a des informations que beaucoup plus tard, aux alentours du XVe siècle. Et ça serait les Portugais qui l'auraient découvert et qui les auraient éventuellement réintroduits ensuite en Asie du Sud-Est. Donc à part ces petites exceptions, les agrumes ont navigué par la route de la soie, de toute évidence, avec Alexandre le Grand, environ moins 600 avant Jésus-Christ, vers la Perse, la Grèce, l'Égypte. On a peu d'informations sur l'Égypte, mais ils en consommaient. Ensuite, c'était des grands navigateurs et des grands commerçants, mais on n'a pas trop de références là-dessus sur leur commerce. Par contre, le commerce, c'est plutôt fait en Grèce, Italie, sur certaines îles de la Méditerranée et bien sûr la péninsule arabique. Voilà, donc, où est apparue par exemple la bergamote, la poire de Pergame, voilà, Turquie également, près de la région d'Izmir. Voilà, alors la diversité des agrumes, j'ai amené un tout petit échantillon ici, mais en fait il existe des agrumes de toutes formes et encore on en a sélectionné pour le plus grand nombre, on va dire, les plus harmonieuses, les plus calibrées. On est à l'époque des calibrages, tous les concombres doivent avoir la même forme, le même diamètre, la même taille. À l'époque de grands botanistes comme Volcamer, donc à part ces petites exceptions, les agrumes ont navigué par la route de la soie, de toute évidence, avec Alexandre le Grand, environ moins 600 avant Jésus-Christ, vers la Perse, la Grèce, l'Égypte. On a peu d'informations sur l'Égypte, mais ils en consommaient. Ensuite, c'était des grands navigateurs et des grands commerçants, mais on n'a pas trop de références là-dessus sur leur commerce. Par contre, le commerce, c'est plutôt fait en Grèce, Italie, sur certaines îles de la Méditerranée et bien sûr la péninsule arabique. Voilà, donc, où est apparue par exemple la bergamote, la poire de Pergame, voilà, Turquie également, près de la région d'Izmir. Voilà, alors la diversité des agrumes, j'ai amené un tout petit échantillon ici, mais en fait il existe des agrumes de toutes formes et encore on en a sélectionné pour le plus grand nombre, on va dire, les plus harmonieuses, les plus calibrées. On est à l'époque des calibrages, tous les concombres doivent avoir la même forme, le même diamètre, la même taille. À l'époque de grands botanistes comme Volcamer, on a à peu près calibré pour notre consommation, pour des problèmes de transport, les agrumes par rapport à leur taille. Mais en gros, les agrumes, ça part de ça. Voilà, ça c'est un kumquat sauvage, un kumquat des forêts, donc c'est un petit pois, à ça. Hop là, mon petit pois s'en va. Voilà, il en existe encore des plus gros. Certains pamplemousses, ça c'est un cédrat, là, de belle taille, mais ils peuvent être plus gros. Donc voilà, les formes, je vous en ai amené quelques-uns. Ils peuvent être sphériques,
légèrement aplati, piriforme comme celui-ci ou celui-là. Voilà, très gros, très petit. Les couleurs, même principe, hein, ça va du jaune. Le sudachi est un petit fruit, un petit citron d'une variété un petit peu latérale, un sous-genre d'agrumes qui sont les Ichang Papeda. On connaît très bien à l'heure actuelle, et il est très à la mode, le yuzu qui fait partie de cette famille, ou le kombava. J'en ai un là de kombava. Voilà, donc est vert bleuté, le sudachi est vert bleuté, jaune, orange, des sanguins, du rouge, du rose, du vert, vraiment un grand nombre de couleurs. Le feuillage est également très très disparate et très varié. Il y a de très très grandes feuilles, des très petites, les micro-citrus ou citron caviar, j'en ai aussi un ou deux, qui ont plutôt cette forme-là pour le fruit, ont un feuillage très très petit, généralement des très très petites feuilles, c'est plutôt un arbuste qu'un arbre. Les pomelos peuvent atteindre 15 mètres de haut avec de grandes feuilles. Les citrons caviar, c'est plutôt 2-3 mètres de toutes parts. C'est un buisson très épineux, petites épines mais très très ulcérantes et assez petit. Voilà, pour les formes, les couleurs. Je vais jeter un petit coup d'œil sur ce que je voulais vous mentionner. Voilà, alors pour la répartition planétaire, en fait, à la base, les agrumes se situaient entre le 20e, 25e parallèle sud-nord, donc une bande intertropicale, on va dire, avec des fruits qui craignent un petit peu le froid. À notre époque, cette bande s'est élargie grâce à, comme je vous le disais tout à l'heure, certains sous-genres, comme les papeda, qui sont une variété un petit peu annexe, et puis également des variétés, on pense primaires, comme Eremocitrus par exemple, ou Microcitrus, le citron caviar. Eremocitrus a une résistance au froid de pratiquement moins 15 degrés. Voilà, le Poncirus c'est moins 18 degrés. Donc ça permet sa culture dans une bande beaucoup plus large, entre 40e et 40e parallèle sud et nord, voire 45e, mais avec de plus en plus de restrictions, bien entendu. C'est d'ailleurs même bienvenu, parce qu'en fait, les agrumes basiques étaient très savoureux, très frileux, mais n'étaient parfois pas très colorés, plutôt insipides, manquaient d'acidité. Donc le fait d'élargir cette bande a permis de pouvoir consommer des fruits jaunes, oranges. En fait, la coloration intervient grâce au froid. Donc dès que le froid intervient, dans une certaine mesure, bien entendu, vous obtenez une coloration des fruits. En zone tropicale, vous allez manger une orange qui est verte. Elle est mûre, mais elle est plutôt verte. Donc bien sûr, à partir des voyages de Christophe Colomb, son deuxième voyage entre autres, où il a apporté des agrumes donc, dans le Nouveau Monde, donc ça c'est beaucoup plus récemment, on a pu cultiver, développer de nouvelles variétés et les cultiver en Floride, en Californie. C'est à peu près les plus grosses régions du monde qui produisent, enfin fait partie des plus grosses régions du monde qui produisent des oranges à notre époque, parce que ça permet d'avoir des fruits de très bonne qualité, de bon calibre, et avec cette coloration qui nous intéresse plutôt. C'est plutôt sympa. Sinon, beaucoup de fruits, ça c'est par exemple une mandarine Satsuma de la région sud du Japon, qui est verte, par contre elle est délicieuse et elle est mûre. Je peux vous le montrer d'ailleurs. Ça, c'est une petite merveille. Mais le fruit, à la base, n'est pas super attractif. Hein. Le vert n'est pas vraiment une couleur terrible. Alors ensuite, les mouvements se sont faits, bien sûr, grâce à des riches, parce que maintenant, on trouve des agrumes à des prix défiant toute concurrence. Hein. Un kilo d'orange ou de citron coûte 3 francs 6 sous. Mais à l'époque, c'était vraiment un cadeau qu'on offrait pour des noces, pour des mariages. C'était vraiment quelque chose de très précieux que tout le monde ne pouvait pas s'offrir. Donc, bien sûr, dès qu'on a fait remonter un petit peu les agrumes vers des régions froides, entre guillemets, les personnes qui étaient très courageuses à mon sens à cette période-là, ont dû trouver des stratégies pour pouvoir les conserver, surtout en période froide. Là, sur le livre de Volcamer que je vous ai mis une petite photo, enfin un petit dessin des premières serres. Alors ça, c'est, si vous avez l'occasion d'aller en Italie, c'est les abords du lac de Garde. C'est un endroit magnifique, c'est un lac où poussent
on va dire les variétés les plus rustiques en bord de lac parce qu'il y a un petit microclimat, pratiquement pas de vent. Et puis ensuite, c'est les montagnes qui montent. Vous avez de la neige en haut. En les traversant, c'est les Alpes, bien sûr. On arrive dans la région de prédilection de Volkamer, c'est-à-dire l'Allemagne, Nuremberg, il était de Nuremberg, également l'Autriche. Voilà. Donc les gens du Nord sont très friands de ces fruits précieux. On connaît tous ici, on est à 2 pas de Versailles, hein, l'orangerie de Versailles. Ça, c'était un petit peu plus tard, 16e, 15e, 16e. Mais à cette période-là, en fait, les premières cultures et préservations des agrumes frileuses se faisaient en bord de lac, sur des endroits assez escarpés. On plantait directement, donc on ne les cultivait pas en pot, on les plantait directement dans le sol et puis on créait des sortes de piliers comme ceci, bétonnés, maçonnés, etc. À la belle saison, les agrumes se portaient bien. Et en hiver, on jetait généralement des planches sur le dessus avec quelques madriers. Et puis tout ce qu'on trouvait comme baies vitrées ou comme porte-fenêtres ou des planches pour fermer devant, pour les préserver du froid. Ça permettait de leur culture. Volkamer a créé aussi un jardin chez lui en Allemagne avec le même principe. Ensuite, les orangeries se sont un petit peu améliorées parce que concernant la culture, les agrumes peuvent vivre très bien en pot. Voilà. C'est une plante assez particulière, malgré qu'elle soit fragile au froid, elle est également très résiliente, très costaud et un système racinaire assez petit. Il y a un petit pivot de départ et ensuite c'est plutôt un chevelu, c'est-à-dire qu'un agrume très très ancien peut vivre dans un conteneur relativement modeste, voilà, à partir du moment où on subvient à ses besoins en termes d'alimentation et en termes de boissons également. Voilà, à Versailles, vous avez des sortes de caisses qui font quand même un bon mètre cube, hein, à soulever c'est un peu costaud, on a des machines maintenant qui nous aident à le faire, mais elles ont plusieurs centaines d'années, elles nous survivent, voilà, et elles produisent à chaque fois de plus en plus. Voilà. C'est le début qui est long avec notre vie courte pour les agrumes, depuis le pépin jusqu'à la naissance du fruit, il se passe du temps. Alors comme je vous ai dit, à cause ou grâce à la pollinisation croisée créée par les insectes, au bout de 18 ans, pour nous, c'est un petit peu une loterie. Il y a pu y avoir un croisement, une hybridation, et donc au bout de 18 ans de patience pour avoir un premier fruit environ, on peut se retrouver avec un fruit qui n'est vraiment pas bon. Voilà, soit il est meilleur, là, auquel cas on a de la chance, soit il est identique, soit il n'est pas bon. Donc les hybridations ont été reprises par l'homme parce qu'on veut tout manipuler, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je vous disais, le nombre de variétés est croissant. Beaucoup de ces hybridations faites par la main de l'homme, on va dire 80 à 90% ne donnent pas de résultats intéressants parce qu'il existe déjà tellement d'agrumes. On a envie de quelque chose de nouveau, mais de temps en temps, il se produit une petite surprise et on obtient un fruit merveilleux. Donc de plus en plus, on va pouvoir profiter des agrumes. Voilà, un petit peu là j'ai fait une petite note parce que je ne me souviendrai pas tout. Concernant les usages, alors bon, c'est pas exhaustif malgré tout, mais bon, bien sûr, concernant les usages et la consommation, on a parlé de forme, etc. Concernant la consommation des agrumes, ben, je pense qu'on est tous d'accord, c'est bon. Hein, voilà. Alors, suivant les goûts de chacun, mais il y a une telle diversité dans les agrumes que chacun peut trouver le fruit qui va lui correspondre. Et puis, ces vertus, voilà, ça complète notre ration vitaminique nécessaire d'une façon plutôt plaisante. Voilà, plutôt qu'avaler certains produits qui nous font du bien, qui ne sont pas très bons, les agrumes, ça permet ça. Bien sûr, on s'en sert. Alors, je vous disais, en Égypte, il y avait une grande consommation. Alors, eux l'utilisaient comme antidote contre certains poisons. À Rome, on leur portait des propriétés médicinales miraculeuses. Voilà, au Moyen-Âge, bien sûr, tout le monde a entendu parler du scorbut. Hein. Voilà, c'est un fruit qui, une fois qu'il a mis ses 7, 8, 9 mois à mûrir, entre la fleur et le fruit mûr, il se conserve, une fois cueilli, facilement 1, 2, voire 3 semaines. Donc ça permettait de l'emmener en voyage. On peut également le transformer, on verra ça tout à l'heure. Ça renforce les défenses immunitaires, ça a des propriétés antibactériennes, antivirales, ça lutte contre les infections urinaires, les calculs rénaux, bronchites, rhume, brûlures d'estomac. À la maison, c'est un antiseptique, un antibactérien, un anti-tache, nettoyant universel pour l'argenterie par exemple, un anticalcaire, dégraissant, désinfectant. On peut s'en servir comme engrais. Une fois qu'on a terminé de manger un agrume, c'est bien de le mettre dans son compost. Ça apporte beaucoup d'éléments intéressants. C'est un répulsif contre certains insectes. On peut également s'en servir pour traiter, y compris les insectes, grâce aux huiles essentielles, désodorisant,
En cosmétique, on l'utilise contre l'acné, les peaux grasses, c'est un tonique, un démaquillant, contre les rides, la cellulite, la transpiration, ça fortifie les cheveux. On fait même à La Réunion, le pays d'origine du Kombava, un shampoing lustrant et anti-poux grâce à la puissance des huiles essentielles contenues dans l'écorce du Kombava. Voilà, ça soigne les dents, les mains, les ongles, les pieds, c'est un détox, un brûleur de graisse, ça favorise la digestion, un analgésique également. Voilà. De toute façon, vous pouvez le constater vous-même en allant au supermarché, même un sirop de menthe contient une petite dose d'acide citrique ou un petit jus de citron pour améliorer son goût. Donc pratiquement, enfin la dernière fois je regardais sur un étal dans une alimentation avec une quinzaine de jus de fruits, il y en a facilement 10 ou 12 qui contiennent, ou qui sont faits entièrement d'agrumes ou qui contiennent des agrumes. C'est assez fou. Alors pour les parfums, bien sûr, on parlait de la bergamote, la poire de Bergame en Turquie, elle rentre dans la composition de l'eau de Cologne, du thé Earl Grey, du bonbon de Nancy, très connu, hein, voilà, la bergamote, je crois que j'en avais amené une aussi, oui. Voilà, qui est là. C'est vraiment, après on pourra sentir si vous voulez, parce que là, les odeurs sont très intéressantes. Voilà, on s'en sert vraiment pour beaucoup de choses. Alors l'eau de Cologne, pour la petite histoire, Napoléon Ier en glissait toujours un petit flacon dans ses bottes quand il partait en campagne. Il s'en faisait des ablutions, il en picolait un petit coup aussi. Donc voilà, c'est vraiment multi-usage. Voilà un petit peu, c'est pas une liste exhaustive, hein, donc il y a encore pas mal de possibilités. Alors parlons un petit peu culture, je pense que c'est ce qui vous intéresse, culture des agrumes. Ensuite, on pourra goûter certains fruits si vous le souhaitez ou jeter un coup d'œil au bouquin. Donc la culture des agrumes est également très polyvalente. Les agrumes ne nécessitent pas une terre particulière, à l'exception d'une terre trop extrême au niveau calcaire ou au niveau glaise, j'ai plus le mot, argile, merci, voilà, parce que en fait les agrumes adorent l'eau, mais l'eau qui circule, voilà, donc une terre plutôt sablonneuse, plutôt drainante est intéressante. Le calcaire a un phénomène, mais de toute façon tous les gens qui cultivent des agrumes sont confrontés un petit peu à ça, c'est la chlorose des feuilles, les feuilles deviennent un petit peu jaunes, parce que la plante a du mal à synthétiser le fer qui se trouve dans le sol, quand dans le sol ou dans l'eau il y a trop de calcaire. Donc il existe des petits moyens, de toute façon ça ne nuit pas exagérément à la plante. Donc elle supporte à peu près tout type de terre, ce qui permet de la cultiver à peu près partout, y compris en conteneur, on en a parlé. Voilà, il suffit de lui apporter des nutriments, en revanche, voilà, c'est assez gourmand en termes de nutriments. Pour ma part, j'utilise que des engrais organiques, donc naturels, comme faisaient nos anciens, hein. Voilà, après, c'est bien d'accélérer un petit peu le processus parce qu'on a une vie courte grâce à la greffe pour pas attendre 18 ans pour avoir un fruit, mais je pense qu'il y a des limites un petit peu, et là, tout ce qu'on a fait pour protéger nos agrumes des insectes et pour les faire pousser plus vite, atteint un petit peu les limites, voilà. Donc elles ont vécu sans nous et sans l'intervention d'engrais minéraux ou de pesticides jusqu'à très récemment. Je pense qu'il serait bon de revenir à ce genre de culture. Mais malgré tout, il faut donner à manger aux agrumes. Les terres, surtout là où je vis et je travaille, au pied du Canigou, à Perpignan, ne sont pas très riches, donc il faut un petit peu les amender, leur apporter un petit peu de potasse, donc qui se trouve par exemple dans les fientes d'oiseaux, voilà, parce que pour faire pousser un fruit de cette taille-là, ça prend 6 mois, 8 mois, 10 mois pour certains fruits. Généralement, les fleurs apparaissent au printemps et les fruits sont plutôt à l'automne ou en hiver. Il faut bien sûr nourrir la bête. De l'eau, hein, les fruits sont composés à 95% d'eau, donc ça on en a parlé. Son pays d'origine a un petit peu donné le chemin de cette nécessité en eau, parce qu'il fait 20-25 degrés tout au long de l'année, mais par contre il y a 95% d'humidité dans l'air. Donc nous, en cultivant les agrumes dans des zones un petit peu plus sèches, il est important de compenser ce manque d'eau. Voilà, elles peuvent se rentrer en intérieur, mais pour les mêmes raisons, nos intérieurs chauffés sont très secs, donc il faut faire attention à bien les hydrater. Voilà pour la culture. À manger, à boire, donc quelque chose de très simple, somme toute. Ensuite, les petites bébêtes. Alors bien sûr, comme je vous le disais, les agrumes sont délicieuses pour nous, donc elles plaisent aussi aux petits insectes et nuisances. Voilà.
il n'est pas bienvenu de les éradiquer. Comme je vous le disais, c'est grâce à elles qu'on a autant de variétés d'agrumes. Mais malgré tout, pour maintenir une plante saine, il faut un petit peu tempérer ceci. Moi, j'utilise en majorité du savon noir ou de l'huile végétale pour éviter les infestations massives, surtout en cultivant des agrumes. J'en ai quand même un bon petit nombre réunis dans un relativement petit endroit, surtout quand on les rentre. D'ailleurs, les endroits confinés sont propices à certaines petites bébêtes qui nous enquiquinent, comme par exemple les cochenilles. Voilà, le savon noir, si on prend suffisamment tôt, si on ne laisse pas s'installer une colonie de bébêtes de façon trop massive, généralement on s'en débarrasse assez facilement. Il faut être un petit peu patient, revenir plusieurs fois, aller chercher sous les feuilles dans les recoins. On a aussi pour habitude de tailler très fréquemment les agrumes. Alors bon, c'est pas un mal, hein, elles supportent très bien la taille, elles sont très dociles. Hein. Et puis c'est aussi parce qu'on a peut-être des petits jardins, des petits appartements, on n'a pas envie que la plante se développe trop, on n'a pas envie de monter à une échelle pour cueillir les fruits. Donc ça supporte très bien la taille, mais ça crée une densification en fait de sa ramure qui est propice à l'installation des petites bébêtes. Voilà, un citronnier par exemple peut faire des jets d'1 mètre, 1,50 mètre lors de la pousse de printemps ou d'été. Donc voilà, si on la laisse faire, elle va aller chercher la lumière un petit peu plus loin, elle va s'installer et le cœur va être généralement beaucoup plus clairsemé, donc moins propice à l'installation de ces petites bébêtes. Pour l'essentiel, cochenilles, araignées rouges, aleraudes parfois, les petites mouches blanches, pucerons au printemps, à l'automne. Voilà, pour les petites nuisances. Après, les grosses bébêtes. Alors, les grosses bébêtes, dû à notre culture, dû aux différents trafics que l'on fait, sont apparues quelques maladies malgré nos soins. Pour l'instant, on n'a pas de soins pour ce genre de choses. Donc si votre agrume est affecté de ce genre de maladie, en l'occurrence la tristessa par exemple, ou le mal sec un petit peu, surtout le dragon jaune qui a décimé une grande partie des cultures agrumicoles, surtout aux États-Unis, mais qui se rapproche un petit peu. Là, pour l'instant, on n'a pas de solution. Donc voilà, généralement, vu que ces petites maladies virales sont maintenant identifiées, généralement, les gens qui font ça correctement expertisent leurs plantes, j'ai pas le mot, pour être sûr de ne pas transmettre d'un pays à l'autre cette maladie. Donc ils testent leurs plantes, tout simplement. Voilà, ils testent leurs plantes. Voilà pour les grosses bébêtes. Pour la culture en général, donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, voyons si j'ai rien oublié sur ce que je voulais vous dire. Ah oui, la multiplication un petit peu, je vais vous parler un petit peu de multiplication. On a parlé de semis, donc le semis bien sûr se fait depuis la nuit des temps, on sème un pépin, ça pousse, voilà. Après il faut de la patience, voilà. Si on veut obtenir un fruit, comme je vous disais, entre 10 et 20 ans, c'est souvent une valeur intermédiaire, 15-18 ans pour avoir un fruit. Certaines variétés un petit peu plus rapides, et puis bien sûr pas le résultat forcément escompté. Ça sera un agrume avec toutes ses vertus et facultés, mais pas forcément celui qu'on a planté. Pour obtenir vraiment une plante similaire, on utilise le marcottage ou la bouture. Donc c'est un clone en fait. Il suffit de prendre un petit morceau de votre agrume, une petite branche, et puis de la mettre dans la terre. Même une feuille fonctionne. Voilà, au bout de, si on lui apporte un petit peu de chaleur, un peu d'humidité, un peu de lumière, elle va raciner et donc former un autre agrume qui va être identique à l'original. Donc ça, dès que les fruits vont apparaître, quelques temps après, assez rapidement d'ailleurs, étant donné que vous avez prélevé un petit morceau d'un agrume qui a déjà fructifié, vous pouvez obtenir des fruits assez rapidement. C'est malheureusement, étant donné que c'est un clone, pas très viable à long terme. Voilà, en fait, c'est un morceau de bois qui s'est raciné, une feuille qui s'est racinée, donc votre agrume va vivre 15-20 ans. On achète énormément de plantes qui ont ces caractéristiques-là, elles pouvaient vivre beaucoup plus longtemps avant, et maintenant elles ne durent que 15 ou 20 ans parce qu'elles ont été un petit peu multipliées pour gagner du temps dans des conditions particulières. Donc l'idéal, et ce qu'utilisent la plupart des professionnels, c'est la greffe. Alors, la greffe, c'est pas non plus archi compliqué, il faut un petit peu de pratique. C'est également un clone, donc on prélève exactement de la même manière un petit morceau de matière végétale sur un agrume qui a déjà fructifié, votre agrume préféré, tant qu'à faire. Et puis au préalable, on a pris soin de semer un pépin d'une variété,
j'ai envie de dire dans un premier temps quelconque, qu'on a laissé pousser pendant au moins 2-3 ans, de façon à obtenir, parce que 2-3 ans chez un agrume, c'est ça, hein, faut pas, voilà. Il y a d'autres variétés qui poussent un petit peu plus vite, mais la plupart du temps, 2 ou 3 ans, c'est une hauteur comme ça, la taille de mon petit doigt à peu près. À partir de cette taille-là, on peut l'inciser et y apporter le greffon, donc le petit morceau qu'on a prélevé sur notre agrume favori dessus. Donc l'important, c'est vraiment de faire circuler la sève dans ces 2 petits morceaux de bois. Donc cette opération se passe généralement en périphérie, à l'intérieur, vous savez, le bois est mort, donc vraiment sur la périphérie, juste sous l'écorce en fait. Donc il faut associer ces 2 parties, et puis un petit peu le protéger des attaques parce qu'on a créé quand même une petite incision, et puis de l'air trop sec. Et si tout se passe bien, l'année suivante ou 2 ans plus tard, on obtient déjà des fruits. Bien sûr, sur un petit arbre comme ça qu'on a greffé, on n'a pas de suite la cagette de citron ou d'orange. Il faudra attendre un petit peu, mais on a très rapidement le fruit. C'est pour ça qu'on le fait. On gagne du temps parce qu'on a une vie courte, et ça permet donc de multiplier les agrumes de façon assez rapide. Voilà, si vous voulez, après sur mon stand, en face du petit étang, on pourra faire éventuellement, j'ai oublié mon matériel, je t'ai dit que je ferais peut-être une démonstration de greffe, si vous voulez, on pourra faire des petits essais de greffe. Voilà, quelques techniques. Il en existe énormément, hein, ça j'ai pas dit, mais voilà. Il y a beaucoup de façons de greffer les agrumes, suivant le matériel végétal qu'on a, suivant la taille du porte-greffe, du greffon. Voilà, on ne va pas utiliser la même technique, on va greffer en écusson, on va greffer en couronne, on va greffer à l'anglaise, on va greffer, voilà. Il existe également, pour nous simplifier le travail aussi, des pinces qui servent à faire ça. Il y a une variété de pinces italiennes, hein, les Italiens sont bons en culture d'agrumes, c'est très connu, hein, ils étaient là au tout début, qui permettent de faire des greffes de façon assez facile pour être sûr de faire une incision par exemple en V sur le porte-greffe et la même en miroir sur le greffon de façon à insérer ces 2 pièces, qu'il n'y ait pas de jour et qu'elles soient parfaites. Si on a un arbre déjà installé, même s'il est très ancien, mettons un oranger magnifique, et qu'on a un petit greffon de pamplemousse, on peut prendre une petite branche et y associer un pamplemousse, et à terme, si la greffe prend, c'est pas un résultat forcément toujours, ça ne matche pas toujours, quoi, mais si ça marche, vous pouvez avoir sur le même arbre des oranges, des citrons, des pamplemousses, quoi, 3 ou 4 fruits, voire plus. Chez moi, j'ai des greffes multiples, j'ai une dizaine de fruits sur le même arbre. Donc voilà. Après, si la variété ne nous intéresse pas, parfois les gens achètent un agrume qui est sur un porte-greffe, et le greffon meurt, ça peut arriver même après une grande installation, un froid hivernal trop intense, un oubli d'arrosage ou que sais-je, et que le porte-greffe survit. Généralement on utilise le porte-greffe pour ses facultés de résistance soit au froid, soit au calcaire, soit sa vigueur, etc. Donc parfois le greffon, même après avoir produit pendant des années, meurt et le porte-greffe reste en vie. On peut utiliser ce petit tronc, même assez petit, pour greffer. Donc soit un œil sur le côté d'un tronc assez important, soit on peut faire une greffe en couronne, c'est-à-dire sur un tronc, mettons, un diamètre d'une dizaine de centimètres. Tout autour, on peut y mettre des petits greffons de la variété qu'on souhaite et tenter de faire repartir cet arbre avec un fruit intéressant. Moi, j'ai quand même constaté que les greffes qui fonctionnent le mieux, c'est en utilisant des fruits à peu près de même calibre, c'est-à-dire citron, orange, etc. Voilà, parce que la vigueur est dispatchée dans les différents greffons à peu près de la même manière. Mais j'ai fait des tentatives sur d'autres choses, justement pour créer un petit peu quelque chose de sympa et d'architectural. Par exemple, un pomelo ou une orange avec un citron caviar. Le citron caviar, comme on le disait tout à l'heure, est très différent au niveau visuel des autres agrumes. Il a des feuilles très petites, épineuses, il est plutôt buissonneux, et un pomelo peut monter jusqu'à 15-20 mètres de haut et être massif. Donc j'avais envie de faire un arbre qui produise des pomelos ou des oranges en haut, et une sorte de buisson caviar à la base. Pour l'instant, ça marche. Est-ce que ça va durer? Bon, voilà, parce que en même temps, un petit fruit a besoin moins d'énergie qu'un autre. Donc voilà, on peut créer des choses architecturalement intéressantes grâce à ça. J'ai sans doute oublié plein de choses, hein. On pourrait continuer très très longtemps. Merci à vous d'être venu, d'avoir bravé. Focus.